Mambo mekubwa, bampanga mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Bienvenue à cet espace, messieurs et dames, Regard numérique. Regard numérique de ces jours reçoit pour vous monsieur Eliel Moulombo, expert en cybersécurité industrielle. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné de madame Yvette Foura, elle est de l'Infinitif Télévision. Salutations madame et bienvenue. Bonjour Pacifique, comment vous allez? Oui, Pacifique Mwanda. Ça va. Merci. Okay. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis ma bannière télévision. Merci. Merci. Je l'ai annoncé que nous allons recevoir pour vous monsieur Eliel Moulombo, il est expert en cybercriminalité industrielle. Salutations spéciales messieurs, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici. On a fait une brève présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon large? Volontairement, mais avant de commencer avec l'interview, je vous invite à un moment de silence. Comme vous savez, j'ai pris la route hier matin, vers 7 h du matin de Kinshasa pour venir ici à Matadi, pour voir ma famille et des amis, et surtout aussi des institutions, pour me renseigner sur la situation en numérique et cyber. Et sur mon trajet, j'ai eu beaucoup des accidents que j'ai vus, beaucoup de remorques qui sont tombées, et apparemment sur le lieu de Luila, il y a une remorque qui est tombée avec 5 personnes. Parmi ces 5 personnes, 4 personnes ont laissé leur vie. On parle de pères, de mères, de frères et de sœurs. Et j'aimerais leur donner un moment de silence comme signe de respect avant qu'on commence l'émission, si vous me le permettez. Volontiers. Merci. Alors, merci pour cette possibilité. J'aimerais bien passer à la présentation. Donc, je suis Eliel Moulomba. J'habite en Suisse, en Europe. Je travaille sur le domaine de la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la technologie depuis 2012. Et j'accompagne des grandes entreprises dans leur transformation digitale. Donc, je vis des entreprises qui n'ont tout à fait pas été digitales et demain, ils sont allés en digital transformation pour l'économie qui leur a permis de grandir leur business. Et je suis ici parce que j'aimerais partager quelques mots avec mes frères et sœurs congolais. Moi, je suis congolais de père et mère, pour que notre pays puisse aussi avancer dans ces domaines de technologie, l'IA et la cybersécurité. Parce que je pense que c'est l'avenir pour nous apporter la prospérité dans plusieurs domaines, dans l'économie, dans l'éducation, mais aussi dans le tourisme. L'intelligence artificielle et la technologie apportent des avantages énormes. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Ok, c'est vrai que vous avez parlé de ça en pêle-mêle. Est-ce que j'aimerais que vous puissiez vraiment circonscrire en quelques lignes la cybersécurité, c'est quoi? Bien sûr, volontairement. Quand on parle de la cybersécurité, il y a 3 points clés qui sont importants. On parle de la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité. Confidentialité, un message que moi je vous envoie est juste prévu pour vous. Il n'y a personne d'autre qui a besoin à lire ces messages, de savoir le contenu. Donc là, on parle de la confidentialité. L'intégrité maintenant, c'est de mettre en place des mesures qui évitent que quelqu'un puisse manipuler cette information. Par exemple, changer les chiffres, décoder le contenu, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter avec l'intégrité. Et l'accessibilité, ça veut dire quand j'ai besoin de l'information, je dois avoir accès. Et ça, c'est en fait le triangle de la cybersécurité de lequel on parle. Voilà, Madame Foura,
Oui, merci Eliel Mulumba. J'ai une question. Vous avez parlé de votre expertise à la cybersécurité. Et aujourd'hui, si vous êtes au Congo central, précisément à Matadi, c'est pour vous imposer. Vous voulez imposer par rapport à votre domaine. Est-ce que vous avez eu le temps de faire l'étude d'Emilier concernant votre domaine numérique? Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir comprendre comment est-ce que nous évoluons, de ce côté nous évoluons, avant de poser notre question? Tout à fait, c'est une bonne question. Et ça, c'est le commencement de toute démarche, de toute mission, qu'on commence d'abord avec l'analyse. Où est-ce qu'on en est? Donc, ce que j'ai appris dans mes échanges avec des étudiants, des professeurs, des institutions, et que je vois que nous avons une jeunesse qui est très curieuse concernant la cybersécurité, le numérique et aussi l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent plus ou moins la base, ils apprennent la théorie à l'université. Mais le grand défi que j'ai constaté à travers mes entretiens est que nous avons la difficulté d'appliquer en pratique ce que nous avons appris en théorie. Et ça, c'est une remarque que je ne peux pas faire aux étudiants, parce qu'ils apprennent ce que leur professeur est en train de leur enseigner, qui est peut-être déjà là depuis un bon moment. Nous avons des professeurs aussi assez âgés qui sont déjà presque prêts pour aller à la retraite. Mais la technologie avance tellement rapide. Aujourd'hui, quand je parle avec vous, il y a une nouvelle technologie qui peut venir dans 2 semaines, qui va tout bouleverser. Donc ça demande à chaque fois d'avoir des mises à jour, de s'adapter à la vitesse et de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et c'est que la jeunesse que j'ai rencontrée a vraiment besoin, c'est de savoir comment appliquer la théorie en pratique et surtout comment encore élargir notre connaissance dans le domaine de la technologie. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, nous avons aussi la difficulté avec l'accessibilité. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont bien prêts à apprendre, qui sont bien prêts à être formés et éduqués, mais ils n'ont pas les moyens pour aller sur Internet. Je pense que 75% des jeunes avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils n'ont pas l'accès régulier à l'Internet. Donc ça, c'est un défi sur lequel nous devons travailler en tant que nation pour s'améliorer. Monsieur Eliel Mulumba, avec précision, est-ce que nous pouvons connaître quelles sont vos idées, vos initiatives et vos projets par rapport à la cybersécurité ici au Congo central? Précisément, Matadi, là, vous avez commencé votre visite. Bien sûr. N'est-ce pas, nous avons aussi un temps qui est limité, donc je vais essayer de ne pas aller dans tout l'ensemble des idées que j'ai, parce que comme vous pouvez vous imaginer, je suis quelqu'un de la technologie. Mais par exemple, dans le domaine de l'éducation, je vous donne 2 exemples qui sont très concrets concernant la cybersécurité. D'abord, 1, c'est l'accès. 2, c'est aussi d'avoir la possibilité d'apprendre à distance. Aujourd'hui, nous avons des gens qui habitent dans des villages, qui n'ont pas une bonne connexion. Mais si on arrive à travailler, par exemple, sur l'infrastructure et la connectivité, pour leur permettre aussi d'avoir le learning dans leur langue régionale, par exemple des Kikongo, des Baluba, pas seulement en français, ça pourra encore nous apprendre beaucoup d'avantages, parce que je pense que l'éducation, la formation, c'est la solution vraiment pour commencer la démarche de la transformation digitale. Okay. Et c'est là où j'invite par exemple aussi des universités de collaborer, de voir comment est-ce que les autres le font. Nous ne sommes pas les premières à se lancer dans cette démarche. Nous avons des pays comme la Chine qui n'ont pas été comme ils sont aujourd'hui. Donc on peut aussi apprendre ce qu'ils ont fait dans leur pays, pas forcément le copier-coller parce que nous avons des réalités qui sont différentes. Mais on peut adapter ces retours d'expérience ici au Congo pour voir comment on peut améliorer par exemple l'éducation. Donc ça c'est un sujet qui est très proche de mon cœur, qu'on puisse vraiment former nos professeurs et la jeunesse. Avant de remettre le micro à mon confrère, une question par rapport à la ville de Matadi. Je sais pas si c'est la première fois pour vous de venir ici. Comment vous avez trouvé la ville de Matadi? D'abord, c'est pas la première fois. Voilà. Donc, j'ai ma famille ici qui habite à Matadi plus de 30 ans et j'adore venir ici. Je vous ai dit que j'ai été en plein embouteillage. J'ai quitté Kinshasa à 7 ans. Vous avez même la maîtrise du lieu où vous avez parlé de lui là. Et je suis arrivé à 23h hier soir. Mais vous savez, quand je suis arrivé au pont et j'ai vu les lumières là de la ville, ça m'a apaisé. J'ai dit ça c'est ma ville, j'adore tellement avoir les montagnes ici de Matadi et c'est un grand plaisir de moi de circuler dans les différents endroits, les restaurants, les espaces, les terrasses que nous avons, c'est une merveilleuse vie.
Merci. Merci Yvette Foura. Vous avez parlé du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de la différence? Voilà. Le numérique, c'est tout le système réseau informatique que nous utilisons aujourd'hui pour transmettre des messages de gauche à droite. Donc ça, c'est ce qu'on voit en tant que numérique. Maintenant, si on parle de l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet, parce qu'il y en a deux domaines dans ces domaines d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet de donner la capacité aux machines d'agir comme des humains. Vous avez par exemple une tâche chaque matin quand vous vous levez, voilà, allume la lumière du salon à 8h30. C'est une tâche, vous vous levez le matin, vous allez au salon, vous allumez la lumière, c'est la routine. Maintenant, l'intelligence artificielle est capable de faire ce travail pour vous. Donc vous leur dites, voilà, ça c'est la tâche, il faut la faire à telle heure, il faut la faire comme ça, et en attendant, vous prenez le temps pour vous occuper des autres obligations. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est l'intelligence artificielle générative. Donc vous avez une idée, une inspiration que vous donnez à la machine, et la machine est capable de créer un nouveau contenu, un nouveau son, un nouveau code ou un nouveau texte par rapport à ce que vous avez partagé. Et ça nous amène dans des dimensions qui sont énormes concernant nos capacités créatives. Est-ce que vous ne craignez pas que, par exemple, je donne un exemple dans les secteurs où nous évoluons, déjà aujourd'hui, il y a nos voix en tant que journalistes, avant de diffuser une information dans les journaux, et après avoir faire qu'est-ce qu'on appelle ça, la descente sur terrain, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, il faut rendre les sons, et maintenant avec l'intelligence artificielle apparemment ça vient pour casser les jobs des autres. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'en est-il des désavantages? Voilà, il y a les avantages mais aussi les désavantages, notamment ce que l'homme est censé faire, c'est maintenant la machine. C'est une bonne question que vous posez et je sais que beaucoup parmi vous, la jeunesse, des entreprises, mais aussi des institutions, se posent cette question. Quels sont les avantages et les désavantages concernant l'intelligence artificielle? Donc je peux d'abord dire ceci concernant les avantages, c'est la productivité. On arrive à faire des tâches dans quelques secondes ou minutes qui prennent normalement des semaines et des jours. Ça, c'est un avantage. Donc, ça améliore déjà notre productivité. Deuxièmement, on a accès à un pool d'informations qui est énorme. Normalement, on doit prendre la recherche sur Google, on doit attendre, on doit filtrer, on doit structurer. L'intelligence artificielle me fait ça dans quelques secondes. Donc ça, ce sont déjà des grands avantages. Maintenant, sur la partie risque, vous avez raison que chaque technologie vient avec des opportunités et avec des risques. Et les risques que nous avons ici dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la réglementation. Donc nous devons avoir des règles, comment utiliser l'AI, donc l'intelligence artificielle, avoir des normes éthiques, comment l'utiliser pour de bonnes choses, mais pas pour de mauvaises choses. Parce que moi je veux le décoter aujourd'hui quand on parle de l'IA. Donc je pense que ça demande d'avoir une vision, ça demande l'éducation et ça demande surtout la réglementation de savoir où est-ce qu'on l'utilise pour quelque chose de positif. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle, comme on la voit casser des jobs. Je pense plutôt le contraire. Parce que les gens que nous avons aujourd'hui avec leurs tâches vont avoir accès à beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire dans le futur avec l'intelligence artificielle. Et l'humain va toujours être au centre. Chaque transformation technologique qu'on a eue dans le monde a toujours été avec l'humain au centre. Nous avons eu les ordinateurs. Il y a quelques 40 ans passés, on a dit qu'on ne va plus calculer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens ici d'ailleurs avec des calculatrices quand ils font leur commerce. Nous avons eu la révolution des Ford en 1920 pour des véhicules. Et on a dit qu'on va plutôt avoir l'homme qui va être là pour produire des véhicules. Mais moi, je viens d'un des plus grands fabricateurs d'automobiles où l'homme est encore part de la chaîne des valeurs. Ok. Est-ce que vous voulez faire une étude comparative entre les gouvernements de là où vous venez et les gouvernements congolais? Vous êtes congolais, de père et de mère. Déjà, quand vous avez pris langue avec les jeunes, ils vous ont dit que la première difficulté, c'est l'accès à l'Internet. Comparez un peu l'accessibilité au réseau à l'Internet ailleurs et en République démocratique du Congo. Et quelles sont les pistes, vous, en tant qu'expert, que vous envisagez pour faciliter la tâche à la jeunesse?
D'abord, on doit dire que notre pays est un pays très particulier et spécial. Vous voyez, l'Allemagne, je ne sais pas, elle entre peut-être 7 fois ou comme ça dans le Congo. Donc nous avons déjà, en matière des terres, beaucoup d'espace qu'on doit gérer. L'administration, la connectivité, l'énergie, c'est un grand espace. Donc ça veut dire les challenges que nous avons ici ne sont pas les challenges que nous avons ailleurs dans le monde. Et on ne commence pas aussi de la même base. Vous parlez des pays européens qui sont beaucoup développés, qui sont dans la communauté internationale, qui ont des différentes bases comme nous ici en Congo. Mais je pense que ce qu'on peut prendre de là-bas et aussi l'appliquer ici, c'est la volonté politique. La volonté de se dire que maintenant c'est le moment pour nous en tant que Congolais de se lever, de se dire que c'est le moment de la transformation. Parce que moi-même, j'ai un rêve. Laissez-moi vous raconter ma vision. Ma vision est que nous avons un pays où je peux bouger d'un endroit à un autre en sécurité et en paix avec moins des embouteillages. Ma deuxième vision est que nous avons la possibilité pour la jeunesse d'avoir l'apprentissage et d'avoir accès à ces informations. La troisième vision est que nous avons aussi le monde qui vient ici pour découvrir la beauté de ce pays. Et la quatrième vision, c'est d'améliorer aussi la situation de transport, tout vis-à-vis de la numérique. Et je pense que ça peut forcément être une solution. Madame Foura. En parlant de formation, vous avez dit que vous êtes venu juste plus pour une formation, sensibiliser les jeunes par rapport aux enjeux cyber. Comment est-ce que vous allez procéder, Monsieur Eliel Mulumba? Vous avez prévu des journées de formation. Comment vous avez élaboré votre programme? Comment est-ce que vous allez commencer par les universités où les jeunes? J'aimerais un peu comprendre, ça va se passer comment? Parce que je sais que vous n'avez pas assez de temps. Vous êtes venu pour... vous êtes de passage. Comment est-ce que vous allez évoluer? Vous avez déjà votre représentation, vous avez toute une équipe qui va se préparer par rapport à... Parce que ça va vous prendre du temps, je le sais bien. Comment est-ce que vous allez procéder? C'est un peu de nous parler de vos préparatifs concernant les formations aux universités ainsi qu'aux jeunes qui auront ces besoins-là. Premièrement, c'est très important pour moi de dire que nos universités que nous avons font tout par rapport à leurs moyens et possibilités qu'ils ont. Et ils font du bon boulot. Ça, c'est quelque chose que je dois aussi constater. Concernant maintenant ma démarche, il y a plusieurs piliers que je suis en train de suivre. Il y a un pilier qui est sur la partie hackathon. Hackathon, c'est quelque chose que j'ai fait juste il y a 2 jours à Kinshasa, au Silicon Village, où nous avons rassemblé une 50aine de jeunes pour évidemment travailler sur des problématiques cyber que eux, ils doivent essayer à résoudre dans des équipes ensemble. Donc ça veut dire qu'on a passé toute une journée pendant 7 heures où on leur a monté de différents exercices qui sont aussi réels qu'on a chaque jour dans nos quotidiens pour qu'eux ils puissent vraiment pousser jusqu'au fond de trouver la solution. Ça c'est le 1. Le 2, c'est par rapport au programme des universités. Donc j'ai accès à des universités en étranger, si c'est en Europe ou en Chine, qui sont très intéressés d'avoir aussi l'échange avec les étudiants du Congo. Peut-être nos étudiants peuvent passer quelques semaines là-bas pour avoir l'expérience, ils retournent avec cette intelligence, ils l'appliquent, mais aussi vice-versa, les personnes qui viennent d'ailleurs viennent ici, voient nos réalités et peuvent aussi nous inspirer. Donc ça c'est aussi un pilier, l'échange entre la communauté internationale et les universités congolais. Et troisièmement, c'est clairement des programmes d'éducation qui durent pendant toute une année, qui peuvent être des workshops, qui peuvent être l'enseignement, où on essaie vraiment à appliquer la théorie en pratique. Et pour tous ces jeunes qui ne sont pas universitaires, mais qui sont connectés, ils sont vraiment à l'Internet, comment est-ce que vous allez faire pour... Ils sont pas universitaires, ils ne sont pas dans les milliers, ils sont à la maison, mais ils ont besoin de cette connaissance. Comment est-ce que vous allez évoluer pour atteindre ces jeunes-là? C'est aussi une bonne question que vous posez parce que là, on parle de personnes qui sont assez techniques. Si je parle à ma tante, si j'ai des numériques, ça va lui dire rien. Mais si je lui dis, écoute, l'avion que tu prends, par exemple, est connecté à l'Internet, s'il y a une cyberattaque, l'avion ne va pas voler. Ton bus, par exemple, en Europe, qui va de gauche à droite, est aussi connecté à l'Internet. S'il y a une cyberattaque, ça ne va pas fonctionner. Et je pense que le sujet qui est assez concret ici au Congo, imaginons vous allez à votre banque.
vous voulez retirer l'argent comme prévu parce que vous devez faire des transactions. Et puis à l'accueil, on vous dit, excusez monsieur, nous avons eu une cyberattaque et on n'est pas capable de nous offrir vos services. Là, les gens commencent à comprendre que la cybersécurité, c'est un sujet qui nous concerne tout le monde. Donc pour revenir à votre question, ces gens-là doivent aussi avoir accès à l'information vis-à-vis des campagnes. Donc ça veut dire qu'on doit être présent là où la jeunesse est. Aujourd'hui, c'est sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, pour aussi créer cette sensibilisation pour le sujet de la cybersécurité. Donc ça, ce sont des idées que je suis en train de partager, ce sont des propositions. Et maintenant, à travers mes échanges, on va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en réalité. Pacifique. Puisque vous avez parlé des attaques, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça peut se faire comment, une entreprise victime d'une attaque? Comment ça peut se faire? Malheureusement, très facile et très rapide. Et l'impact est énorme. Vous savez, on parle de phishing. Phishing, ça veut dire que quelqu'un vous lance un message par email qui dit « Monsieur Pacifique, voilà tel et tel document. Est-ce que vous pouvez cliquer sur tel PDF ?» Et maintenant, l'email que vous recevez est déjà un email suspect. Il y a des fautes concernant l'écriture, la mail adresse a des Yahoo 503, Chine, je ne sais pas quoi, donc ça fait déjà un peu suspect, mais on n'est pas assez sensibilisé de voir ces petits signes qui sont suspects et vous cliquez dessus. Et par exemple, cette personne qui a mis le virus dans l'attachement de l'email est capable d'observer toutes vos transactions sur l'ordinateur. Par exemple, si vous vous connectez sur Facebook, c'est capturé. Si vous vous connectez online sur votre banque, c'est connecté. Maintenant, cette personne peut prendre vos données et lancer des attaques encore. Donc, je prends votre identité sur Facebook, je lance des messages concernant vous personnellement, je prends votre coordonnée bancaire pour transférer de l'argent à nulle part et vous n'avez même pas possibilité de voir la trace. Donc ça, ce sont vraiment des réalités. Comment des cyberattaques commencent aujourd'hui que j'ai vu. Et ce qui est surtout important, c'est la ransomware. La ransomware, vous connaissez la piraterie. Vous êtes sur un bateau, vous êtes en train de transférer des biens, et maintenant il y a des pirates qui viennent sur les bateaux et qui disent tout ça c'est à nous maintenant, avec des armes. Et pour débloquer, ils vous demandent de déposer $1 million. Donc ça c'est quelque chose qui se passe en physique. Maintenant au numérique ça se passe aussi, juste avec la différence que vous ne voyez pas le pognon, et le pognon est en ligne, et il vous dit que voilà ça ce sont le bateau et votre entreprise. Vous avez des collaborateurs, vous avez des partenaires, vous avez des institutions qui dépendent de votre entreprise. Et maintenant, vous êtes bloqué. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez payer $1 million pour qu'il débloque et vous ne savez même pas si c'est la vérité, s'il a changé les données ou pas? Ou est-ce que vous allez dire non, je ne veux pas payer, on attend, mais en entre-temps, vous êtes bloqué? Donc ça, ce sont des questions stratégiques que beaucoup des entreprises sont en train de se poser, pas seulement dans le monde, mais aussi au Congo, pour faire face à des attaques pareilles. Monsieur Eliel, est-ce que ce que vous dites, c'est la théorie ou il y a déjà des victimes des attaques? Il y a des victimes. C'est ça, malheureusement, la réalité. J'ai eu des entreprises qui m'ont dit qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque. Ils n'avaient plus d'accès à leurs données. Donc, ils devaient même écrire des mails à leurs collaborateurs pour leur dire « Est-ce que vous pouvez me réenvoyer l'email là que je vous ai envoyé? Parce que nous n'avons plus de backup, rien n'est sauvegardé. » Donc ça montre que c'est assez réel et on perd des millions d'argent chaque année. Qu'en est-il des préventions? Comment prévenir une attaque? Premièrement, c'est la sensibilisation. Du PDG jusqu'à la réception. Tout le monde doit savoir la cybersécurité, c'est un sujet assez important. Deuxièmement, c'est la formation. On doit préparer nos collaborateurs pour des scénarios pareils, pour qu'ils connaissent les signes, pour qu'ils ont un peu, commencent à réfléchir un peu plus critique concernant certaines données, d'être sensibilisés concernant la confidentialité et l'intégrité. Et si on arrive à travailler sur cette tâche, je vous promets qu'on arrive déjà à réduire les risques à 30%, à 40%. Et le reste, ce sont maintenant des mesures techniques
où ça demande bien sûr la science, d'avoir des jeunes qui sont assez formés pour mettre en place la technique aussi. Vous êtes ici pour quelques jours, et si une entreprise en Matadi vous appelait pour des préventions, voilà, nous vous avons suivi, vous avez fait une très bonne émission, et nous voulons vraiment que vous puissiez faire un peu, voir un peu ce qu'on fait pour prévenir, et pour que nous ne soyons pas attaqués. Est-ce que vous êtes disponible? Bien sûr, je suis disponible, je suis là pour cela. Vous savez, quand on parle de l'IA, la cybersécurité, la technologie, pour moi, ce ne sont pas des choses ou des informations qui doivent être accessibles jusqu'à une élite. C'est une information qui doit être partagée avec tout le monde. Parce que le plus qu'on parle, le plus qu'on partage, le plus qu'on pourra réduire ces risques. Donc je suis très prêt à avoir aussi ces échanges avec les entreprises, les organisations qui veulent avoir un retour d'expérience. Madame Foy. En parlant des attaques, déjà, M. Eliel Mulumba, moi je me pose la question de savoir comment vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui pourra sécuriser les entreprises, par exemple, pour pas qu'il y ait ces genres de... À tout moment, les gens se plaignent, on a arnaqué, on a fait ceci, on a fait ceci. Au niveau de la cybersécurité, qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas une solution pour qu'il n'y ait pas accès à tout moment aux entreprises ainsi que d'autres? Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas de solution concernant ces attaques-là? D'abord, on doit dire il y a 3 points qui sont très importants. Premièrement, on ne va jamais avoir 100% de cybersécurité. Celui qui vous raconte cela raconte des mensonges. On aura toujours un risque qu'on doit gérer. Et ce qu'on essaye de faire avec la cybersécurité, d'avoir ce risque sur un niveau assez bas pour qu'il n'y ait pas d'impact, pour que la banque sait faire ses transactions, sait payer les employeurs, sait payer les collaborateurs. Maintenant, pour revenir à votre question, il y en a des mesures dans la partie organisation et technique. Organisation, ça veut dire d'abord d'avoir quelqu'un qui est nommé pour la cybersécurité et pour la protection. Au niveau des entreprises. Au niveau des entreprises, d'avoir quelqu'un qui se sent responsable, qui essaie de voir comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, on fonctionne. Quelles sont les données sensibles que nous avons? Où est-ce qu'on les transfère? Qui a accès? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas enlever son accès? Ça, c'est la partie organisation. Et maintenant, la partie technique, c'est vraiment d'avoir des solutions qui sont capables de détecter, par exemple, qu'il y a un imprévu qui est en train de se passer. Et c'est un ensemble de techniques et organisations qui va apporter, avec la sensibilisation, plus de la cybersécurité. Mais on aura toujours un petit risque à gérer. Voilà. Mais on doit d'abord se lancer sur cette démarche pour réduire les risques et puis on peut parler des détails. Et là, je pense qu'on a un grand trou qu'on doit essayer à résoudre assez rapide. Vous allez rentrer chez vous bientôt là. Est-ce que vous avez prévu des formations en ligne, par exemple? Les gens qui veulent continuer, malgré qu'on aura accès à quelques jours de formation ici, et la continuité, il y aura des gens qui seront encore une fois intéressés après cette émission, je crois. Peut-être qu'ils viendront vous contacter après. Vous avez prévu des formations en ligne, je ne sais pas comment vous allez les faire. Oui, donc il y a déjà des idées, sans aller dans des détails, qui sont très concrets. Et ce qui est important pour moi, ça va être gratuit. Je veux que tout le monde reçoive cette information. Voilà. C'est rien où on vient avec des intérêts. Nous, on vient avec l'intérêt de progresser le développement dans notre nation concernant l'accès aux technologies. Donc oui, il y aura quelque chose qui va venir d'ici dans quelques semaines ou quelques mois, où je discute aussi avec mes partenaires locaux à Matadi, mais aussi à Kinshasa, comment on peut l'implémenter. Après la formation, tous ces jeunes qui ont part à la formation, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier après avoir été formés par rapport à la cybersécurité, tout ce qui vient? Qu'est-ce qu'ils vont gagner et quels sont les intérêts? Je peux dire qu'il n'y a presque pas de limites. La cybersécurité est très internationale, en anglais. Donc, ça vous donne la possibilité de travailler ici au Congo. Ça vous donne la possibilité d'aller aussi en étranger, parce qu'on parle tous la même langue. Si c'est français, si c'est Kikongo ou Baluba. Moi, je parle de votre côté, mais c'est Eliel. Après avoir formé assez de jeunes, vous avez prévu quelque chose pour aider ces jeunes, surtout quand on est en manque d'emploi et tout ça. Vous voyez, après avoir formé les jeunes, vous allez continuer à suivre ces jeunes, à les orienter. C'est ça ma préoccupation. Merci pour la précision. Oui. Donc, votre question, si j'ai bien compris, est quand on les forme, est-ce qu'on les laisse?
On continue à faire les poursuivis. Voilà. Mais bien sûr, si on les forme, on veut être sûr que ces jeunes trouvent aussi d'emploi. Voilà. Donc ça veut dire on va leur aider sur écrire leur CV, on va leur aider sur se présenter eux-mêmes, ou pour aussi avoir un plan de carrière. Parce que la cybersécurité, la technologie, l'apprentissage ne termine jamais. Je peux avoir 70 ans, je veux toujours encore apprendre des choses. Donc bien sûr, le poursuivi, c'est même la chose la plus importante. D'accord, Pacifique. À part la formation. Ok, Monsieur Hélène, nous poursuivons notre émission. Est-ce que vous avez choisi, ou sinon la participation elle est sélective en termes des universités ou des instituts supérieurs, ou c'est toutes les universités et instituts supérieurs qui sont de vos cibles? Si oui, alors l'endroit fixe pour la formation, la faisabilité, comment ça va se passer? Cet étudiant qui vous suit maintenant là, qu'est-ce qu'il doit faire pour réellement comprendre du moins les liens, les formalités pour participer à ces formations que vous pensez organiser à Matadi? D'abord, oui, c'est accessible à tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, l'IA, la technologie, la cybersécurité pour tout le monde. Deuxièmement, concernant avoir l'accès, je pense qu'il y a 3 choses qui sont importantes. Curiosité, ça veut dire essayer de lire des livres, essayer d'aller sur YouTube, essayer d'aller sur des sites internet où on donne aussi la possibilité de comprendre la base. Et concernant le programme que nous-mêmes on va lancer, là, je ne peux pas encore entrer dans le détail, parce que je ne sais pas à quel moment ça va être, avec qui ça va être, mais sûrement vous pouvez me suivre sur Twitter, aujourd'hui X, ou sur LinkedIn, pour voir quand je vais annoncer ces genres d'informations. Mais bien sûr, je suis aussi joignable par WhatsApp, qu'on pourra aussi partager, où on aura plus de détails. Et si vous nous parlez des opportunités numériques, c'est quoi l'opportunité numérique? L'opportunité numérique est surtout dans le contexte économique. Je pense qu'avec la numérique, ça pourra nous aider de résoudre beaucoup des défis que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Là, j'ai juste mentionné les sujets de l'éducation, où on peut avoir plus... Donnez-moi un exemple de l'Inde. L'Inde a lancé un programme éducation IA où ils ont choisi 100 000 enfants pour les éduquer. Ces 100 000 enfants ont eu une formation pendant 2-3 ans, accompagnés des entreprises, des professeurs. Maintenant, ce 100 000, eux-mêmes, ils ont créé des entreprises et des micro-entreprises. Et l'économie est en train de profiter. Donc je pense que ça, c'est assez un sujet pareil qu'on pourra aussi répliquer ici, que si ces gens sont formés, ils vont créer leurs entreprises dans les domaines de la médecine, dans les domaines du gouvernement, dans les domaines de l'industrie, dans les domaines du soin, qui va nous apporter beaucoup des avantages en termes d'économie, parce qu'on aura la possibilité de faire plus de business par rapport à aujourd'hui, parce que nous avons la connectivité, l'infrastructure, et on est complètement digital et aussi accessible pour la communauté internationale. Voilà, en fait, j'ai l'impression que vous êtes trop... vous parlez trop des gouvernements. J'aimerais que nous parlions un peu du petit peuple. Parlons un peu du petit peuple. Comment ce petit peuple peut être bénéficiaire de tout ce que vous prétendez, de tout ce que vous allez organiser dans les jours qui viennent? Ces petits peuples, ces jeunes étudiants qui terminent, comment ça peut se passer? Parce que si vous parlez du gouvernement, c'est bien bon, mais ces jeunes qui viennent de terminer, comment ça peut être concret? On prend juste l'exemple d'un jeune qui a peut-être son petit marché à côté ici, où il a sa marchandise, il vend peut-être des chaussures. Peut-être, s'il utilise maintenant le numérique, il a la possibilité de créer d'abord une trace. Ça veut dire, il sait, voilà, ça c'est l'entrée que j'ai eue aujourd'hui. Parce qu'il va rassembler tous ses achats, il va voir, ok, aujourd'hui il y a des clients qui ont acheté mes services ou mes produits pour, je dis juste le chiffre, $500. Il peut commencer à savoir, lundi, j'ai tel genre de client qui vient, mardi, c'est tel genre de client qui vient, samedi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par rapport à lundi, mercredi et jeudi. Donc ça veut dire que je dois plus ou moins me concentrer sur ces week-ends, parce que là, je peux même encore introduire des produits différents qui peuvent encore augmenter mon économie. Donc ça veut dire avec la numérique, il peut avoir la transparence. Il peut savoir combien je dépense, combien je recevoir,
quels sont les types de clients? Ce sont des jeunes, ce sont des anciens, ce sont des gens qui ont l'éducation, pas d'éducation. Et c'est l'information qui est aujourd'hui l'or. L'huile et l'or, c'était dans le passé, mais le nouveau l'or, le nouveau l'huile, c'est l'information. Et je pense que ça, c'est un exemple assez concret où vous voyez que le numérique peut apporter des avantages. Madame Fora. Monsieur Liel, entre vous et toutes ces personnes qui sont informées, il y a les médias. Il y a les médias et j'espère que vous en avez tellement besoin pour sensibiliser, élargir votre projet. Comment est-ce que vous allez procéder? Parce qu'il faut des spots, il faut. Qu'en pensez-vous et comment est-ce que vous avez déjà prévu? Vous avez une branche de communication. Comment est-ce que vous allez évoluer en parlant des médias? Là, en ce moment, je n'ai pas encore une réponse à cette question. Ouais. C'est peut-être le troisième ou quatrième pas, mais j'entends que nous avons quelqu'un aussi avec l'expérience à qui je pourrais peut-être aussi faire des renseignements pour avoir des idées. Mais concernant ce point, on n'est pas encore à ce point pour partager déjà des idées concrètes. D'accord, c'était ça ma question. Facebook, WhatsApp, Instagram. Bon, parlons de Facebook, par exemple. Déjà, Facebook, avec l'utilisation aujourd'hui, plus avec des photos. Je publie une photo, je mets une photo. C'est une perte? Non, ça dépend de la personne et de la culture. Aujourd'hui, ici, il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est une perte. Alors, il y a quelqu'un qui dit, oh, moi je m'en fous. Si je peux bien éclaircir ma question, parce qu'ici vous avez dit qu'un jeune qui a créé son petit business au coin, mais il a juste besoin du numérique pour aller aussi au-delà. Mais il y a un autre jeune qui a aussi une activité, mais qui s'intéresse plus à poster des photos. Qui n'a même pas, en fait, il ne s'intéresse pas trop de son activité, mais c'est plus ses photos. Il a été quelque part, ce qu'il poste, mais son activité lui importe peu dans les réseaux. Un conseil. Ok. Donc si je vous comprends bien, vous avez l'exemple de quelqu'un qui utilise des outils comme Facebook pour des images, quelqu'un qui utilise des autres outils. Je pense que c'est important de savoir à qui je m'adresse, qui sont mes ciblés. Parce que là où les ciblés sont, c'est là où je dois aussi m'adapter automatiquement. Si j'ai des solutions pour la jeunesse, je sais que je vais les avoir à travers TikTok et Snapchat. Si je fais plutôt quelque chose peut-être pour une génération plus âgée, je sais qu'ils sont peut-être plutôt sur Facebook ou des autres applications. Donc ça veut dire que chacun doit d'abord connaître sa base de clients, savoir quels sont les messages clés qu'il aimerait transférer concernant la valeur ajoutée et puis choisir le média qui correspond à ses besoins. Et c'est comme cela qu'il va trouver une solution. La République démocratique du Congo, ça monte aujourd'hui à travers la gratuité de l'enseignement. Il y a eu un taux élevé des analphabètes en République démocratique du Congo, mais depuis plus de 5 ans, aujourd'hui, ça a augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Nous avons l'électricité, nous avons une facilité de faire une émission comme ça, mais dans des faits fonds là, où c'est peut-être la radio, c'est peut-être l'accès à l'information est tellement difficile. Qu'est-ce que vous envisagez pour arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est seulement dans des milieux avancés? Vous allez vous limiter à Matadi, à Boma, ou comment? On doit aller exactement là où nous ne sommes pas présents aujourd'hui. Parce que ça, ce sont les personnes qui ont le plus de besoin de nos informations, de l'éducation et la formation. Donc si vous me demandez personnellement, ma vision, c'est vraiment d'aller dans ces endroits où on commence peut-être même pas à zéro. On commence quelque part ici, à moins. Donc c'est eux vraiment où on doit commencer, où on peut piloter aussi pour voir c'est quoi les avantages de nous accompagner. Mais dans ces contrées-là, manipuler un téléphone intelligent. C'est par quel moyen déjà? Un téléphone intelligent, c'est par quel moyen déjà? Là, on commence plutôt même en théorie. Hein. Et si c'est le cas, qu'on va juste s'asseoir comme ça le soir pour en bavarder, où la technologie aujourd'hui, c'est comme ça qu'on commence. Avec quelle langue? La langue des partenaires régionaux, comme je vous ai dit. Donc ça va demander, bon, moi je suis limité avec mon lingala, je vous comprends très bien, moi je n'aimerais pas parler, mais ça demande des partenaires locaux qui ont la volonté aussi. Vous voyez, même dans les villages, nous avons des hiérarchies, des personnes qui veulent aussi faire avancer leur quartier ou leur région. Donc c'est avec eux qu'on doit vraiment se connecter pour voir comment est-ce qu'on peut vous apporter aussi la valeur ajoutée. Sinon ils vont dire, ah, les élitaires, ils veulent encore imposer des choses. Non,
Nous, on est là pour comprendre vos quotidiens. Nous, on est là pour comprendre comment est-ce qu'on peut ramener la numérique, l'IA, pour améliorer la productivité. C'est ça notre but. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on fait à Kinshasa, copier-coller ici à Matadi ou dans les villages. Non, on doit s'adapter un peu aux réalités, mais à la base, on doit avoir un standard de quel on commence. On ne peut pas avoir des trous comme nous avons aujourd'hui. Sinon, nous n'allons pas progresser en vitesse pour devenir une nation leader dans les prochains 10 ans. Depuis le début de l'émission, vous nous parlez des partenaires. Vous en avez nombreux, j'espère. Est-ce que nous pouvons connaître qui sont derrière M. Eliel Mulumba? Bon, bien sûr, je ne vais pas exposer des noms maintenant ici des personnes qui travaillent avec moi sans les avoir impliqués. Mais c'est une information qu'on va partager. À Kinshasa, nous avons les Silicon Village, où je m'implique aussi personnellement dans leurs projets. Ils accompagnent des jeunes dans l'entrepreneuriat, lancer leur business. Nous avons Africa Tech Invest aussi, une organisation qui travaille sur la jeunesse et la formation. Juste pour citer 2 organisations avec lesquelles je suis aussi en train de collaborer. Est-ce que vous avez été bien réussi à Matadi? Vous avez contacté quelques autorités ici? Vous avez le soutien déjà de nos autorités? Je ne suis pas encore à ce niveau. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la possibilité d'échanger avec les autorités ici à Matadi. Je suis encore là pour un bon moment. Celui qui aimerait s'échanger est bien invité à me contacter et on pourra volontairement en discuter. Merci. Puisque c'est un projet, c'est après combien de temps, selon vos estimations, pour avoir les résultats? Parce que dans les virtuels, vous avez déjà une idée. Et cette idée, c'est ce que vous voulez matérialiser. Et ça va prendre quelle échéance, quelle période? Alors, la transformation du Congo que je vois dans le numérique, cybersécurité et l'IA, je pense qu'on doit se donner quand même du temps pour l'implémentation. Donc, je peux dire, la vision que j'ai est pour 2035. Que comme les petits que je vois ici à Matadi, qui ont 2 ans, 3 ans, qui se réveillent dans un monde qui est beaucoup plus avancé par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, à court terme, les pilotages peuvent déjà apporter des résultats après 12 ou 15 mois. On lance un projet, on fait l'analyse, on va faire les plans d'implémentation, on commence à les piloter, à voir les retours d'expérience, de voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne bien, où est-ce qu'on doit ajuster. Je pense qu'on est capable d'avoir des bons résultats déjà entre 12 et 15 mois, où on voit vraiment la valeur ajoutée que ça apporte. Donc, vous êtes dans tous les domaines. Je vois mon confrère Rigen CC, que j'ai salué aussi en passant, c'est un journaliste qui a son média en ligne, qui avait écrit, qui avait publié l'autre fois qu'il a été victime d'une attaque. Son site web était aussi attaqué. Donc, tout ça, vous faites ça en termes de prévention et tout ça. Oui. Je pense que la prévention, en fait, quand on parle de la cybersécurité, il y a 4 étapes qui sont importantes. Il y a la partie prévention, d'éviter que ça se passe. Il y a la partie réaction, ça veut dire que si des cas pareils arrivent, comment on doit réagir? Parce que la question n'est pas si vous allez être victime d'une cyberattaque, c'est quand. C'est quand. Moi, j'ai été victime d'ailleurs. Mon compte Facebook a été piraté récemment, donc. Vous voyez? Donc, c'est quand ça demande vraiment qu'on ne panique pas, mais que nous avons des processus en place qui nous aident de rester calmes et de suivre la procédure qu'on a déjà développée bien avant pour cette situation. Quand il y a du fait, vous savez, ok, je vais appeler les pompiers. Ok, je vais essayer d'évacuer. Donc ça, ce sont aussi des sujets que nous demandons dans la cybersécurité. Bien. Il nous reste que 2 minutes, Madame Foura, si vous avez épousé votre judiciaire. Voilà, une dernière question, je pense, un mot pour toutes ces personnes qui ont cette envie de mieux connaître. Vous êtes là et c'est une grâce d'ailleurs parce que c'est pas beaucoup de gens qui viennent par rapport à cette initiative. Vouloir former, c'est une grâce pour tous les Matadiens, je pense. Un mot à toutes ces personnes qui ont cette envie de vouloir être comme vous, qui veulent avoir comme M. Eliel Mulumba modèle. Je peux vous dire, gardez la curiosité, embrassez la technologie, les nouveaux développements. Vous voyez,
Moi, j'ai été dans les rues de Matadi en 2004, je joue au foot aujourd'hui. Si quelqu'un m'aurait dit qu'un jour je vais donner une émission, j'aurais dit tu vois. Donc, c'est que je veux dire que tout est possible avec la volonté, avec l'espoir, avec l'envie, et que vous devez continuer à se lancer sur cette démarche. Les challenges vont être grands, je vous comprends, et je le sens, mais vous allez voir les résultats dans l'avenir si vous continuez à se lancer sur cette démarche. Donc je veux vous encourager, restez sur la bonne voie, soyez curieux, et vous allez voir les avantages que la technologie va vous apporter dans vos vies. Comment on peut vous joindre? Donc vous pouvez nous joindre par X, par LinkedIn, aussi par WhatsApp. Donc peut-être on pourra aussi afficher mon WhatsApp pour qu'on puisse rester en contact. Si vous pouvez donner les numéros. Là, je n'ai pas mes coordonnées ici, mais tapez sur X, Eliel Cyber. Okay. Donc Eliel SYBER. Vous allez trouver mon compte de X. Et sinon, pour le WhatsApp, je vais le transmettre au technicien, comme ça il pourra le mettre aussi en dessous du lien sur YouTube et d'autres formats. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique. Merci Madame Foura. Merci. Merci Monsieur Eliel. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Au revoir. Wasala TV number 1. Beto nyonso betolanda Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyonso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chinita El Diego Enrico Salvatore.